Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à la réalisation de costumes et d'accessoires en impression 3D. Au cours des divers épisodes, je vous expliquerai les techniques et je vous donnerai mes astuces qui vous permettront de passer de ça à ça. Visez la rebelle! Bienvenue dans ce 6e épisode qui va être uniquement consacré au vernis. Oui, contrairement à ce que j'avais annoncé, le weathering, je vais être obligé de le faire dans un prochain épisode parce que je me suis rendu compte après shooting, là je re-shoot la séquence initiale, c'est que j'ai déjà beaucoup de choses à dire et il va falloir que je justifie pas mal de choix sur les techniques que j'utilise et l'ordre dans lequel je fais mes vernissages. Donc la vidéo va déjà être très longue. Si je dois rajouter le weathering qui en lui-même va être très long dessus, ça va faire une vidéo qui va durer 2 heures, ça va être juste immangeable. Donc aujourd'hui, on va se consacrer uniquement à la partie vernis et toute la partie weathering, ça sera l'épisode suivant, donc l'épisode 7. Avant de commencer dans le sujet principal de cet épisode, je voudrais juste faire une petite aparté pour revenir sur l'épisode peinture précédent. Donc pour rappel, la dernière fois, on s'était arrêté à cette pièce, on venait de défaire notre scotch de marquage et notre jaune n'était pas tout à fait sec. Donc là, ça fait 48 heures, le jaune est parfaitement sec. Je voulais juste apporter une petite précision concernant la peinture parce que j'ai répété plusieurs fois qu'on n'essayait pas d'accélérer le processus et qu'on ne chantait pas les temps de séchage. Alors effectivement, je ne l'ai pas dit, mais on n'essaye pas d'accélérer le processus de séchage de la peinture en soufflant dessus avec un radiateur ou en la mettant au chaud. Parce que le souci qu'il va y avoir, c'est qu'effectivement vous allez accélérer le séchage de votre peinture. Le gros risque que vous avez, c'est que vous allez sécher plus rapidement la couche externe de la peinture que la couche interne. La couche externe en séchant va se rétracter et vous allez avoir un phénomène de craquage au moment où la couche interne va commencer elle aussi à sécher. Ça va faire exactement, si vous avez l'image en tête, la flaque de boue quand elle sèche au soleil où la terre commence à craquer, à faire des craquellements. Il va se passer la même chose pour la peinture si vous essayez d'accélérer le séchage en soufflant de l'air chaud dessus. Donc on n'essaye pas de souffler de l'air chaud. Une peinture, on la laisse sécher à température ambiante dans la même pièce dans laquelle on avait peint. Donc si vos peintures étaient pulvérisables aux alentours de 25 degrés, l'idéal c'est de laisser vos pièces sécher tranquillement à 25 degrés et laisser le temps qu'il faut pour que le séchage se fasse correctement. Mais l'accélération, c'est le risque de la catastrophe aussi. C'est le risque d'avoir une peinture qui craque en surface et donc d'avoir à recommencer parce que cette peinture-là, il va falloir la reponcer jusqu'au moins à la sous-couche pour pouvoir réappliquer une peinture dessus sans que les défauts se voient. Deuxième élément, dans cette vidéo, je vais vous présenter une façon qui est beaucoup plus personnelle de travailler sur la finition de mon armure. Dans les épisodes précédents, je vous ai présenté ce qui me semblait être les meilleures méthodes pour avoir une armure qui va être solide et durable dans le temps. C'est donc les méthodes que je vous ai présentées et j'avais un petit peu argumenté pourquoi je procédais de cette façon. L'objectif était clairement d'avoir une armure que je puisse porter longtemps, de nombreuses fois et qu'elle reste en bon état. Dans cet épisode, il y a plusieurs façons de procéder sur la finition d'une armure. On peut la vernir, ne pas la vernir. On peut faire le weathering avant ou après le vernissage. Moi, je vais vous présenter ma façon de faire et je vous expliquerai pourquoi moi je fais comme ça. Mais les autres méthodes sont tout aussi valables et ne rendront pas plus fragile votre armure si par exemple vous faites votre weathering avant de faire votre vernissage. Ça va être un choix qui va être beaucoup plus personnel. Donc à vous de décider quelle méthode vous voulez employer. Je vous expliquerai pourquoi moi je procède comme ça. Mais il faut savoir que les autres méthodes sont tout aussi valables. Il n'y a pas de moins bonne méthode concernant cette finition. Donc entrons directement dans le vif du sujet. Première question, est-ce que je dois vernir ou non mon armure? D'un point de vue personnel, oui. Une armure, personnellement, je la vernis. Pour quelle raison? Parce que là, arrivé à ce stade du travail, on est globalement à une dizaine de centaines d'heures de travail pour faire l'impression, le ponçage, la finition, la peinture. Donc clairement, moi je vais ajouter un vernis, ce qui va ajouter de la solidité à ma peinture. J'ai pas envie que ma peinture s'abîme, j'ai envie que mon armure, elle reste comme neuve, entre guillemets, sous le vernis. C'est une chose que je fais systématiquement sur toutes mes armures. Donc l'armure du tank que je présente, qui est dans la présentation de la vidéo, elle est entièrement vernie une fois l'armure peinte. C'est-à-dire que la première étape après la peinture, c'est le vernis pour moi. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je procède comme ça.
Et cette étape, pour moi, elle me paraît indispensable parce qu'une peinture comme j'ai appliqué, comme celle-ci, c'est solide. Hein. Clairement, on peut toucher, on peut y aller. Le gros problème, c'est que ça a une quand même assez faible résistance à l'abrasion. Si vous venez frotter sur des murs en dur, si vous venez frotter vos pièces d'armure l'une contre l'autre, vous allez avoir des traces d'usure qui risquent d'apparaître très rapidement. Donc moi, je veux conserver, je veux être capable de récupérer à n'importe quel moment mon armure dans cet état-là. C'est pour ça que le vernis, je vais l'appliquer directement sur ma peinture. Il est possible de ne pas vernir l'armure. Certaines personnes préfèrent ne pas la vernir. J'ai vu beaucoup de short troopers ou de tank troopers qui ne sont pas vernis pour la simple et bonne raison que leurs fabricants considèrent que l'armure va vieillir et que ça ajoutera un effet d'usure qui sera naturel. Oui, certes, c'est pas ma façon de voir les choses. Je préfère ajouter moi-même le vieillissement sur l'armure plutôt que ce qu'il se fasse tout seul et à certains moments de façon à laquelle je ne l'aurais pas décidé. Donc pour moi, il faut vernir l'armure. Si vous ne la vernissez pas, c'est pas forcément une erreur. Il faut juste bien réfléchir au choix qui est fait parce que jusque-là, on a investi beaucoup de temps, énormément de temps et aussi beaucoup d'argent dans cette armure. Donc moi, j'ai envie qu'elle puisse être retrouvée dans l'état où elle est actuellement à n'importe quel moment. Si on a décidé de vernir son armure, la deuxième question qui va se poser, c'est à quel moment je dois faire le vernis. Est-ce que je dois le faire directement sur la peinture ou est-ce que je dois d'abord faire mes effets de vieillissement et de dégâts de bataille avant de vernir? Alors moi, je préfère opter pour la solution où je pose mon vernis directement sur une armure comme si elle était neuve. Et je vais ajouter les dégâts de bataille et les salissures après par-dessus le vernis. Pourquoi? Parce que moi, je préfère garder l'armure dans un état neuf. Mon vernis, il va protéger de tout ce qui va être solvant organique. C'est-à-dire que même en passant de l'acétone sur mon vernis, je ne vais pas l'altérer. Ça va me permettre, si j'ai besoin de nettoyer mon armure, de le nettoyer avec des solvants assez puissants pour pouvoir ensuite retirer complètement mon weathering et mon battle damage. S'il ne me plaît plus, je peux tout nettoyer, retrouver mon armure dans son état neuf et refaire entièrement mon weathering. C'est pour ça aussi que cette étape elle est un petit peu plus posée parce qu'à partir du moment où on aura posé le vernis, on est déjà à une étape checkpoint sur laquelle on peut revenir en arrière à chaque fois. C'est pas comme les étapes précédentes où si on se loupait, il fallait revenir jusqu'à l'étape ponçage. Là, à partir de cette étape, une fois que le vernis est posé, on peut revenir à l'étape vernis, on a notre checkpoint. Et si on fait des erreurs dans notre battle damage, on peut simplement l'effacer avec de l'alcool. On retrouve l'armure dans son état neuf et on recommence. Donc ça évite de perdre trop de temps si on doit recommencer la chose, si on n'est pas satisfait du résultat de notre battle damage. C'est la raison pour laquelle je préfère faire le vernis tout de suite sur la peinture qu'après le battle damage. On peut aussi réfléchir différemment. On peut se dire, je vais faire minutieusement mon battle damage, je veux qu'il reste comme ça, il me satisfait, je vernis par-dessus mon battle damage et lui, il ne bougera absolument plus. Le défaut de la méthode que moi j'utilise, c'est que le battle damage, il va un petit peu s'altérer dans le temps, puisque les petites salissures qu'on va faire seront posées sur un vernis qui va être résistant au solvant. La peinture du battle damage va un tout petit peu moins bien adhérer dessus. Donc éventuellement, au fil du temps, avec les frottements, il va pouvoir un petit peu s'estomper. Je préfère faire comme ça et puis refaire mon battle damage. Alors là, sur le tank, pour exemple, le tank, il a exactement 1 an aujourd'hui. Le tank, il est toujours nickel. Je n'ai pas besoin de refaire mon weathering, je n'ai pas besoin de refaire mon battle damage. Il y a des petites zones où ça s'est un petit peu effacé. Ce n'est pas grave et l'armure est tout à fait valable. Elle serait encore validable à l'heure actuelle. Si je la reproposais à la validation, ça ne poserait absolument aucun problème. Je n'aurais rien à retoucher pour qu'elle soit validée. Donc, globalement, si vous avez un battle damage qui tient 1 an et que tous les 2 ou 3 ans, vous êtes obligé de repasser une petite couche de salissure dessus pour retrouver un aspect sale, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. En plus, c'est une chose que j'adore faire. Donc, forcément, ça me plaît. Si vous voulez être tranquille, entre guillemets, à vie avec votre armure et ne plus avoir jamais à la toucher à partir du moment où vous avez terminé, dans ce cas-là, faites votre vernis par-dessus votre battle damage. Le défaut, c'est que votre battle damage, il va falloir être beaucoup plus minutieux parce que ça va être beaucoup plus difficile d'effacer des traces que vous auriez éventuellement faites sans le vouloir. Puisque la peinture, vous ne pourrez pas la nettoyer à l'alcool. Si vous la nettoyez à l'alcool, vous allez l'altérer, vous allez faire des traces dessus. Donc voilà, je vous ai donné à peu près tous les arguments pour qui expliquent le pourquoi je fais mon vernis avant le battle damage. Pouvoir revenir en arrière sur mon battle damage.
et pouvoir avoir la liberté de faire des erreurs sur mon battle damage et de revenir en arrière, pouvoir nettoyer mon armure sans problème. Et puis si un jour mon armure venait à être tachée pour je ne sais quelle raison, ça me permet de entièrement la nettoyer. Mon battle damage va éventuellement disparaître, mais c'est pas grave, je pourrai le refaire. Existe-t-il des désavantages à vernir une armure? Alors oui. Par exemple, ce casque-là, c'est un casque que j'ai terminé il y a 6 mois, c'était la première pièce que j'ai terminée de l'armure. Je l'ai fait exactement de la même façon que les autres pièces, c'est-à-dire ponçage, résine, sous-couche, peinture. Par-dessus, j'ai rajouté un vernis. Je vais vous mettre les photos. Au moment où j'ai ajouté le vernis, la peinture a changé de couleur. Parce que cette finition, elle est extrêmement mate. Ça, c'est la pièce brute, donc qui vient d'être peinte, elle est sèche, mais qui n'est pas vernie. La peinture est extrêmement mate, elle reflète très peu la lumière. Donc on a vraiment un aspect très poudré de cette peinture. Au moment où j'ai ajouté le vernis dessus, on a retrouvé un espèce d'aspect très brillant. Alors c'est un vernis complètement transparent et pourtant rien que le fait d'avoir l'aspect brillant, ça m'a changé la tonalité de la couleur. Le casque est devenu beaucoup plus foncé, avait une couleur beaucoup moins naturelle. Donc comme on peut le voir sur la photo. Ce casque, je l'ai ensuite, donc une fois verni, j'ai ajouté le battle damage dessus. Donc je ne sais pas si on va pouvoir le voir, je vais mettre aussi la photo. Et donc ce casque, une fois le battle damage ajouté, n'avait pas la bonne couleur. Il a fallu que je rajoute par-dessus mon vernis brillant protecteur, j'ai rajouté un vernis à l'aérographe, c'est un vernis mat, qui m'a permis de retrouver la couleur, l'aspect poudré de la finition. Donc le gros désavantage, c'est que ça va ajouter beaucoup d'étapes à la finition de l'armure. Ça ne va pas se faire en 2 secondes. Alors ce vernis-là, c'est un vernis soluble à l'eau. Donc c'est comme pour mon battle damage. Si je passe de l'alcool dessus, je défais mon vernis qui donne l'aspect mat. Je défais mon battle damage et je retrouve l'armure, enfin le casque dans l'état où il était juste après le vernissage, donc comme ceci. Il existe des choses pour lesquelles je n'utiliserai pas de vernis. Je vais prendre pour exemple mes blasters. Donc celui-ci par exemple, celui-ci il n'y a absolument aucune couche de vernis dessus. La seule partie qui est vernie, c'est pour des raisons d'effet, pour avoir l'effet comme ça, c'est parce que j'utilise du vernis avec de la poudre de graphite pour faire la finition, qui donne cet aspect métallisé. Mais en dehors de ça, toute cette partie-là n'est pas vernie. J'ai pas besoin de vernis, je veux garder l'aspect mat du noir. Et le battle damage est fait avec une peinture argentée métallisée, comme on peut le voir. Mais cette pièce-là n'est pas vernie. Cette pièce-là, elle a exactement la même durée de vie que le tank. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, elle a tout pile 1 an. Elle a servi à tous les troopings puisque c'est celle que j'utilise principalement avec le tank quand je ne suis pas obligé d'utiliser le E11. L'avantage de cette pièce-là par rapport à mon E11, c'est que cette pièce-là, elle pèse à peu près 600 grammes. Mon E11, il est à 4,7 kg. Il est entièrement en acier avec des pièces réelles dessus. La lampe est en acier. La lunette, c'est une vraie lunette Sherman. Mais bon, ce blaster-là, c'est très bien pour respecter la CRL, pour trooper en respectant la CRL. Mais c'est très compliqué de le garder toute la journée parce que c'est vite lourd. On est obligé de le tenir loin de l'armure. Et si je le colle contre l'armure, je vais rayer avec les pièces métalliques qui vont venir frotter contre l'armure. Et puis au bout d'une après-midi complète, bras tendu, ça devient compliqué. Donc j'utilise ce blaster là pour les troopings quand j'ai besoin d'avoir quelque chose d'un peu plus léger. Ce blaster là n'est absolument pas verni, je ne l'ai pas retouché. En dehors d'une casse que j'avais faite en coinçant la pointe du blaster dans une porte. Mais je n'avais refait la peinture que de la partie là. Donc la partie arrière, elle a 1 an. Et elle est toujours vraiment nickel. Donc il n'y a pas de souci. Hein. Donc la peinture brillante, c'est des peintures qui sont à base d'alcool. Et la peinture noire, c'est exactement la même marque que j'utilise pour faire mes armures. Et vous voyez qu'en le manipulant, je le prête aux enfants pour faire les photos quand ils le désirent. Donc il a été extrêmement manipulé, il a été, on va dire, maltraité. Et pourtant, il est encore en état nickel. Ça c'est pareil, c'est validable sans problème. Si je reposais une validation dessus, ça ne poserait absolument aucun problème pour le faire valider. Il n'y a pas de rayures, l'état est vraiment comme neuf. Donc le vernis n'est pas forcément indispensable. Ça va ajouter une certaine solidité et je trouve que vraiment pour l'armure par contre,
Ça me paraît indispensable. Certaines personnes trouveront que ce n'est pas indispensable. À vous de décider, réfléchissez bien quand même, réfléchissez bien au temps investi et à l'argent investi dans votre armure. Faire un blaster, ça me prend, si j'exclus les temps d'impression, parce que ça peut être très long, je les imprime très lentement, si j'exclus les temps d'impression, ça me prend une centaine d'heures de faire un blaster. Mon armure, en toute honnêteté, je prends mon temps de le faire, je fais attention à ce que la finition soit nickel, qu'il n'y ait plus une seule trace d'impression, que la peinture soit nickel. Globalement, au stade où mon armure est entièrement peinte, où toutes mes pièces sont peintes, j'en suis à déjà plus de 1000 heures de travail. Donc c'est forcément aussi pour ça que je souhaite la conserver en très bon état, parce que globalement, comme je fais ça en tant que hobby et non pas à plein temps, le short, ça fait 1 an et 2 mois que je travaille dessus déjà. Pour réaliser le vernis, de quel matériel vais-je avoir besoin? Donc il va me falloir forcément du vernis. J'explique après ce que j'utilise. Il va me falloir un masque, parce que le vernis que j'utilise, il est extrêmement toxique. Donc ça, c'est un masque avec filtre à charbon qui filtre les solvants organiques. Je n'utilise pas un simple masque anti-poussière, parce que ça ne filtrerait pas les solvants. Et vraiment, ce vernis-là irrite les bronches comme pas possible. Donc vraiment, protégez-vous bien, parce que c'est vraiment très très mauvais pour les voies respiratoires. Une paire de gants, une paire de lunettes, parce que ce vernis-là projette très fort et j'ai pas envie d'avoir de retour de produit avec solvant dans les yeux. Alors autant pour la peinture, j'avais pas trop le problème, idéalement on peut en mettre, mais il n'y a pas trop de problème de retour. Là, il y a quand même une brume de produits plein de solvant qui va rester en l'air. Vous le verrez dans la partie où je fais la démonstration du vernissage. Ça se comporte pas du tout comme les bombes de peinture, la pression est très très forte dedans, donc protégez les yeux. Et puis cette fois, à coup sûr, une tenue de protection, parce que c'est du vernis bicomposant que j'utilise. Et le gros problème de ce vernis bicomposant, c'est qu'une fois qu'il est durci, il n'y a plus rien qui ne peut l'enlever. La seule solution pour l'enlever d'une armure, c'est le ponçage. Pour l'enlever des vêtements, c'est mort, vous oubliez tout de suite, vos vêtements sont foutus. Donc prenez une tenue de protection. Et dernière chose, la zone dans laquelle vous allez peindre, faites extrêmement attention, couvrez le sol avec de la bâche plastique ou avec du sac poubelle que vous dépliez, que vous scotchez au sol, parce que ce vernis va avoir tendance à va faire une brume qui va venir se déposer au sol. Une fois déposé au sol, c'est un calvaire à décoller. C'est pas comme la peinture, il suffit pas de passer un bon produit ménager avec de l'alcool pour le défaire, ça vous ne le retirerez plus. Donc sur du carrelage, c'est foutu, sur du parquet, même chose, sur n'importe quelle surface. Une fois qu'il aura adhéré, vous n'arriverez plus à l'enlever, et même encore tendre, c'est impossible de l'essuyer au chiffon, vous allez juste l'étaler. Donc protégez bien toute la zone, portez une tenue de protection qui ne craint rien, parce que ça, globalement, tout ce que ça touche, c'est définitif. Qu'est-ce que j'utilise comme type de vernis? Alors personnellement, pour être sûr d'avoir la meilleure résistance et la possibilité de le nettoyer, j'utilise, alors là je peux pas citer de marque malheureusement, mais j'utilise des vernis qui sont marqués 2K. C'est pas une marque, ça c'est une spécificité du vernis, c'est-à-dire que c'est un vernis bicomposant. Comme vous voyez au-dessus, j'ai un petit bouchon que je viens placer là, et ma bombe, avant de l'utiliser, je viens la percuter avant de la mélanger correctement. Dedans, il y a une capsule avec le réactif qui va permettre au vernis de durcir. Donc une fois percuté, je suis obligé de l'utiliser dans les 24 heures. C'est pour ça que je vous expliquais dans l'épisode précédent que pour pouvoir passer à la partie vernis, j'attends d'avoir le nombre suffisant de pièces à vernir pour ne pas venir gâcher du vernis. Si j'ai trop de pièces peintes, c'est pas grave. Je rouvrirai une bombe plus tard quand j'aurai atteint un nombre de pièces suffisant pour pouvoir les vernir. Mais par contre, je m'assure d'avoir suffisamment de pièces parce que si j'ai qu'une pièce, je vais ouvrir la bombe, je vais vernir ma pièce. Et puis derrière, je vais perdre la moitié de la bombe qui va pas servir et au bout de 24 heures, c'est foutu. Le vernis aura durci dedans, on ne pourra plus l'appliquer. Si jamais on arrive encore à l'appliquer au bout de 24 heures, parce que j'ai déjà fait le test, on peut le faire jusqu'à à peu près 72 heures. Le problème, c'est qu'au bout de 48 heures, clairement, le vernis est sale, ça fait des paquets, on n'aura pas une finition propre. J'utilise quoi comme type de vernis au niveau de sa finition? J'utilise un vernis brillant. Parce que vous allez voir que dans ma partie weathering, chose que je vais traiter dans la deuxième partie de cet épisode, je vais utiliser des techniques qui nécessitent un dépôt très très fin de peinture pour faire les fausses salissures. Et le problème d'un vernis qui serait mat d'emblée,
c'est que les impuretés s'incrusteraient entre les granulosités de la surface mat et ça me donnerait un aspect qui ne me plairait pas. Moi je veux que mon aspect soit uniforme sur les zones que je salis, donc c'est pour ça que j'utilise un vernis qui est brillant. Donc celui-là il affiche avec 88% de brillance. L'avantage c'est que je peux l'étaler vraiment sans que ça laisse de traces de type poudré. Une fois que j'ai terminé, si j'ai besoin que ma finition d'armure soit mate, je revernis par-dessus comme je vais faire pour le short, comme j'ai fait pour le casque. Je revernis par-dessus, alors à l'aérographe, mais ça peut tout à fait être fait à la bombe, avec un vernis, non pas 2K, mais un vernis simple monocomposant, ce qui me permettra de le nettoyer par la suite à l'acétone ou à l'alcool, et ça me redonne l'aspect poudré de mon armure. Quel avantage au vernis 2K par rapport au vernis classique? Eh bien clairement, je l'ai déjà un peu expliqué, ça va être sa résistance au solvant. Globalement, le vernis 2K, une fois durci, il est complètement insensible aux solvants organiques, c'est-à-dire que je peux passer de l'acétone, de l'alcool ou n'importe quel autre solvant qui sert à diluer les peintures dessus sans qu'il soit altéré, sans qu'il soit matifié, il ne bouge vraiment pas. La deuxième chose, c'est qu'il va être en moyenne beaucoup plus solide qu'un vernis monocomposant classique à tout ce qui va être choc et abrasion. Clairement, là j'ai quasiment la solidité, alors je dis quasiment parce que c'est pas tout à fait vrai, j'ai quasiment la solidité d'un vernis pour carrosserie voiture. Je peux passer du papier de verre dessus, j'aurai très peu de rayures. Ça rend compliqué le fait de l'enlever si on se loupe. C'est pour ça qu'il ne faut pas se louper sur cette étape. Mais par contre, une fois qu'il est correctement posé, on peut faire à peu près ce qu'on veut derrière. On va pouvoir le renettoyer sans problème. C'est vraiment les deux arguments qui me font utiliser ce vernis-là plutôt qu'un vernis monocomposant. Parce que si je voulais vernir une armure avec un vernis monocomposant, je n'aurais pas l'objectif que je veux atteindre, c'est-à-dire vraiment une très très forte solidité à l'abrasion. Les vernis bicomposants, ils existent dans plusieurs marques, ça il n'y a pas de problème, et vous cherchez juste le sigle 2K, c'est le sigle qu'ils utilisent pour bicomposants. Ils existent dans plusieurs marques et ils existent en plusieurs finitions. Vous avez des finitions qui sont très brillantes, vous avez des finitions qui sont très mates, et puis vous avez des intermédiaires. Donc ça se trouve, vous pouvez les acheter en ligne, il n'y a pas de souci. Personnellement, je ne les trouve pas en magasin, je suis obligé de me faire livrer parce que c'est vrai que c'est des produits qui sont un peu plus spécifiques, un peu plus destinés à une catégorie professionnelle, mais il n'y a pas de problème globalement pour les trouver et ils existent dans plusieurs marques. Alors il va de soi que comme pour les peintures, vous allez appliquer un vernis qui contient un solvant dedans sur une peinture. Faites un essai avant sur une pièce, sur une chute que vous aurez peint même grossièrement pour juste s'assurer que votre vernis quand vous venez le poser ne vient pas décoller votre peinture, ne vient pas altérer sa finition. C'est malheureusement un petit peu compliqué parce que ça va vouloir dire qu'il va falloir presque gâcher une bombe. Ce que je vous conseille de faire, c'est de préparer toutes vos pièces pour le premier essai, vous préparez toutes vos pièces prêtes à être vernies. Vous allez préparer votre pièce qui va servir de test, vous allez vernir votre pièce test et vous allez la laisser sécher 12 heures. Globalement, au bout de 12 heures, on peut déjà quasiment toucher le vernis. Il est un peu tendre, il risque encore de s'abîmer si on venait le rayer, mais le solvant aura eu suffisamment de temps pour être en contact avec votre peinture. Si elle devait s'altérer, elle se serait déjà altérée dans les 12 heures. Ça vous laisse encore 12 heures facilement pour vernir les pièces que vous voulez vernir et vous assurer que ça ne va pas tout décoller sur votre peinture. Globalement, j'ai jamais eu aucun problème. Avec n'importe quel type de peinture que j'ai utilisé, que ce soit les peintures en bombe, que ce soit les peintures aérographes, que ce soit les peintures à l'acétone, que ce soit les peintures à l'eau ou à l'alcool, je n'ai eu aucun problème, je n'ai eu aucun décollement. Mais par contre, je vous conseille quand même de faire le test, ça serait dommage de vernir toute votre armure et puis de vous rendre compte le lendemain qu'elle est complètement foutue. Donc nous voici dans la pièce où je peins. Là les pièces, j'en ai déjà suspendu la plupart. Alors les pièces, avant de les suspendre, j'ai bien pris soin de les dépoussiérer. Donc je les ai passées au compresseur à air. Passez un coup de chiffon dessus, assurez-vous qu'il n'y ait plus une seule poussière dessus. Parce qu'une poussière qui est prise dans un vernis transparent, ça se voit énormément. Mes pièces, elles sont fixées, elles ne peuvent pas tomber. Je n'ai rien en contact avec les parties qui doivent être vernies. Donc mon fil d'acier, je me suis arrangé pour le tendre de façon à ce qu'il ne vienne pas toucher les bords parce que je veux que les bords soient correctement vernis. Et les plus petites pièces comme ça, ce que je fais, c'est que je viens les fixer. En fait, là on pourra voir un petit peu, je vais décaler, zoomer. Donc je les fixe sur un bloc de mousse. Et ces pièces-là, je vais venir, là j'ai mis un scotch double face. Donc je viens carrément les coller dessus. Ça me permet d'avoir tous les bords libres. La pièce est comme si elle était en équilibre, mais l'avantage c'est qu'elle ne va pas tomber parce que
les bombes de vernis sont très pressurisées, il y a beaucoup de pression. Donc si jamais je ne colle pas correctement ma pièce, ce que je risque de faire, c'est de la faire tomber au moment où je vais pulvériser dessus. Ce que je veux pas qu'il arrive, parce que si elle tombe par terre, elle va coller dans la poussière de ma peinture, parce que je nettoie pas ma pièce tous les jours pour la peinture. Mon vernis est foutu, hein, clairement. De toute façon, même si le sol était propre, un vernis qui a touché le sol, c'est complètement foutu. Donc là, je m'assure qu'elles tiennent bien. Là, elles sont solidement fixées. Elles ne tomberont pas si j'ai de la pression dessus. La seule pièce qui n'est pas fixée, c'est celle-ci. Mais son poids suffit à résister à la pression. Donc avant de commencer mon vernis, je me suis quand même muni d'une petite lampe qui éclaire vraiment fort, hein, c'est du 800 lumens. Il n'y a pas besoin d'autant, mais je vais vous montrer à quoi ça me sert. C'est pour m'assurer qu'en fait la surface de mon vernis est parfaitement lisse. Parce que selon la quantité de vernis qu'on va appliquer sur la pièce, on va avoir un aspect granuleux ou un aspect lisse. Même si le vernis est censé être brillant, si on ne l'applique pas en couche suffisante, on va avoir un espèce d'aspect granuleux comme certaines anciennes pièces métalliques, les anciennes pièces militaires ou les compteurs électriques, cette espèce d'aspect granuleux de la finition, ce que je ne veux pas sur cette armure. J'en avais besoin sur le casque de cette espèce d'aspect, donc j'ai mis une deuxième couche de vernis qui me permettait de retrouver l'aspect parce que c'est comme ça qu'il est fait en vrai. Ce n'est pas requis dans la CRL, mais les mannequins qui avaient été exposés à la célébration à Londres, on avait la possibilité de voir qu'il y avait cette espèce de finition granuleuse sur le casque. Le reste de l'armure est lisse, donc je vais faire une finition lisse. Je vais quand même passer 2 couches, mais je veux m'assurer que ça soit lisse. Donc pour m'assurer que j'ai passé assez de vernis, j'utilise ma lampe avec une lumière rasante. Ça me permet de voir l'aspect de mon vernis. Et la deuxième chose, c'est que je ne veux pas dépasser cette zone où le vernis est plat. Parce qu'à partir du moment où je vais dépasser cette limite-là, je risque d'avoir le vernis qui va se mettre à couler. Il y a une grosse coulure de vernis, alors c'est rattrapable, mais ça veut dire qu'il va me falloir un gros temps de ponçage derrière. Je vais bouffer plein de papier de ponçage parce que le vernis c'est dur à poncer. Et puis je risque aussi d'attaquer ma peinture. Ça serait dommage. Donc je m'assure de ne pas avoir de coulure comme ça et je m'assure d'avoir vraiment la bonne finition au niveau du vernis. Donc mon vernis bicomposant, comment je le prépare? Eh ben, je vais le percuter déjà. Alors c'est un peu compliqué. Parce qu'il faut appuyer vraiment fort. Donc voilà, j'ai entendu le clac. Donc ma capsule est percée. Donc maintenant il va falloir que je le mélange pendant vraiment comme d'hab. Alors là ils me disent quoi? Ils me disent 2 minutes. Donc je vais faire exactement comme les peintures. Je le secoue pendant 2 minutes, je le mélange et puis on se retrouve après pour la partie vernis. Donc voilà, mon vernis il est mélangé, il est prêt à être appliqué. Donc par souci de place, je suis obligé de superposer mes pièces. Dans l'idéal, il ne faudrait pas que je le fasse. Si jamais vous êtes obligé de faire ça, vous commencez toujours par les pièces qui sont suspendues au-dessus. Parce que là, si j'ai un peu de vernis qui vient se déposer sur les pièces en dessous, c'est pas grave. Je vais les revernir après, ça ne gêne pas. Par contre, si je les vernis correctement en dessous et qu'après j'ai du vernis qui vient de se redéposer, ça fera soit une surcouche, soit des petits points dessus que je ne désire pas. Donc je commence par mes pièces suspendues. Donc ça va être vraiment à peu près la même technique que la peinture, sauf que je sais déjà, parce que je les ai déjà utilisées, que ces bombes-là, elles ne vont pas projeter avec une forme circulaire, mais elles vont projeter sous forme de lame. L'embout est fait pour projeter sous forme de lame. Donc là, je vais passer la bombe uniquement du haut vers le bas en la maintenant verticale. Pour ma pièce, je procède exactement comme la peinture. Ah, j'ai une poussière là, donc toujours, je revérifie. Vraiment, le petit check final avant de vernir, j'ai plus de poussière. Donc, le vernis, je le tiens relativement loin, parce qu'il a vraiment beaucoup de pression. Comme d'hab, le petit coup en l'air. Et puis là, je vais y aller. Je vais faire tout le tour de ma pièce exactement comme la peinture. Alors là, je suis en train de peindre la main. C'est pour ça que j'ai des gants. On prend bien la précaution de faire toutes les faces et le dessous. Voilà, et c'est à cet instant-là, donc là j'ai déjà fait le tour. À cet instant-là, je vais vérifier, voir si ma pièce, l'aspect est là. Donc là j'ai un aspect bien lisse sur le côté là. Je suis poudré du côté là. Donc il va falloir que je repasse un petit coup sur cette zone là.
Alors là, j'ai une poussière qui s'est prise, ça fait chier. Tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, je suis encore un petit peu léger sur le bas. Et là, c'est extrêmement délicat parce qu'il faut vraiment pas que je dépasse le moment où le vernis est lisse. Parce que sinon, après, ça va vraiment couler. Donc là, j'ai encore un peu l'aspect poudré à certains endroits. Je fais aussi l'intérieur. Pour la simple et bonne raison que j'ai un peu de peinture à l'intérieur. Et là, que le vernis va protéger, ça va juste éviter que, au fil du temps, avec les frottements, la peinture qui est à l'intérieur vienne se déposer sous mes vêtements, en fait. Donc là, je suis pas trop mal. Sur à peu près toute la surface, peut-être un coup en haut. Donc vous voyez, j'en mets quand même une sacrée quantité. Donc c'est très rapide d'arriver au stade où ça risque de couler. Donc là, ma pièce, ça me semble vraiment pas mal. Je vais faire un coup en dessous. Et je ne touche plus. Là, la pièce, elle est bien. Donc celle-ci, elle est terminée. Maintenant, il va falloir lui laisser 24 heures de séchage. Vraiment, 24 heures sans toucher, sans rien faire dessus. Ce vernis est très long, en fait, à durcir correctement. Et puis, je vais passer à la pièce suivante. Donc la pièce suivante, même chose. Ça va être ma cloche. Donc je vais déjà bien faire le dessus. Oh, j'ai les gants qui collent, c'est une catastrophe. Alors là, l'avantage, c'est que la cloche est bien arrondie. Je vois très bien mes reflets de lumière dedans. Donc je vais être obligé de faire le tour. Faire le dessous. Et je vernis aussi l'intérieur. Donc là, j'ai un aspect qui est finement granulé. Je prendrai des photos juste après pour vous les mettre. Et j'ai un aspect qui est vraiment finement granulé. Ça, il ne faut pas s'inquiéter. Parce que le vernis, il va se tendre quand il va durcir. Donc les surfaces, les petites, les micro-aspérités qu'il va y avoir dessus, elles vont disparaître quand il sera bien sec. C'est pour ça qu'il faut bien le laisser sécher au moins 24 heures. Parce que ça, on ne peut l'observer qu'au bout d'une vingtaine d'heures. Et puis je vais passer aux pièces suivantes. Je vais faire... Donc comme ça avec toutes les pièces, je suis en train d'essayer de dézoomer, je vais faire comme ça avec toutes les pièces qui sont présentes ici. Je vais passer la première couche. S'il me reste du vernis, je vais passer la deuxième couche dans la foulée. Alors là, ils me disent que je peux passer la deuxième couche au bout de 35 minutes. Donc dans 35 minutes, je vais bien passer ma deuxième couche. Ça se fait exactement comme la peinture. La deuxième couche, je la passe exactement de la même façon. Et après, je laisserai mes 48 heures de séchage et je vous montrerai ce que ça donne dans 48 heures. Donc je vous affiche à présent les photos de ce que donnent les pièces quand elles sont vernies fraîches. C'est-à-dire juste, j'ai pris les photos 5 minutes après la pose de la troisième couche de vernis. Donc je n'ai pas refilmé parce qu'à chaque fois, chaque couche de vernis, je les applique de la même façon sur mes pièces. C'est simplement, je suis obligé d'attendre 30 minutes entre chaque couche de vernis. Là, cette fois-ci, j'en ai appliqué 3 couches pour la simple et bonne raison que la première couche, j'ai utilisé à peu près 3/4 d'une bombe. Quand j'ai passé la deuxième couche, il me restait plus d'une demi-bombe. Donc pour ne pas gâcher cette demi-bombe, j'ai décidé de passer une troisième couche. C'est pas idiot dans le sens où en plus c'est les parties que j'ai vernies là, c'est-à-dire le plastron entre autres, et les avant-bras, c'est les parties que j'ai tendance à le plus abîmer sur le tank. Donc je sais qu'une troisième couche de vernis ne sera pas trop. La seule chose, c'est qu'il faudra savoir que derrière,
j'ai posé 3 couches, je ne l'ai pas filmé. 3 couches, je les pose exactement de la même façon que je vous ai présenté la première. Après 35 minutes d'attente pour que le premier vernis soit suffisamment entre guillemets stable pour ne pas recouler si je viens rappliquer une couche dessus. Et maintenant, je vous montre du coup les photos de ce que ça donne juste après le vernissage. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais couper l'épisode juste après ça. Et la prochaine fois, on attaque le weathering et les battle damage. Et pour la partie weathering et battle damage, au tout début de l'épisode, je vous représenterai les photos de ce que donnent les pièces une fois qu'elles auront été durcies pendant 48 heures. Et vous allez voir que le vernis, qui actuellement a un espèce d'aspect ondulé, comme la surface de l'eau sous le vent, il va se tendre et il va avoir un aspect vraiment lisse, poli, quand il aura séché 48 heures. C'est pour ça qu'il ne faut pas se faire avoir, il ne faut pas avoir peur sur ces vernis 2K que l'aspect ne soit pas ultra lisse. Vous ne pourrez pas l'avoir ultra lisse au moment de la pose, parce que si vous essayez de l'avoir ultra lisse au moment de la pose, vous allez déjà dans la zone où le vernis commence à couler. Donc vous allez faire des coulures, vous allez avoir des soucis derrière, il va falloir le reponcer. Donc cet aspect-là que je vous présente en photo, c'est l'aspect que vous devez avoir si vous cherchez à avoir un aspect vraiment ultra lisse une fois le vernis séché. Si vous voulez avoir un aspect un petit peu granuleux, vous passez des couches plus fines. Vous, quitte à passer 4-5 couches pour avoir la même épaisseur de vernis, mais vous les passez en couches plus fines, ça fera un espèce d'aspect un peu poudré, de la poudre épaisse, et vous aurez cette espèce d'aspect semi-brillant, et non pas brillant comme moi je cherche à l'avoir. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve dans le prochain épisode pour la partie qui va être entièrement consacrée au weathering, au battle damage, et pour ma part, en tout cas, à un repassage d'une couche de finition de vernis poudré pour vraiment finir l'aspect de l'armure. On en aura ensuite terminé avec cette série à proprement parler, en dehors de l'épisode, comme j'avais dit, un épisode bonus qui sera un peu un épisode fourre-tout, où entre autres je vous expliquerai comment poser les fixations qui permettront de fixer correctement l'armure au niveau des softs que vous avez en dessous, afin qu'elle ne bouge pas de façon illogique, afin qu'elle ne tombe pas pendant le trooping, afin qu'elle ne se détache pas et que vous puissiez être quand même un minimum à l'aise dedans et pas tout rigide sans pouvoir bouger de peur de soit perdre une pièce ou de peur de les abîmer. Je vous remercie d'avoir regardé l'épisode, j'espère que vous aurez appris des choses encore une fois, et puis je vous dis à la prochaine fois pour l'épisode sur le weathering.